Il y a des sujets de société sur lesquels on est hyper méfiant et pour lesquels on va checker 50 sources différentes avant de se faire un avis. Et d'autres pour lesquels on est plus vulnérable aux idées reçues. Il y a qu'à voir le déferlement de fausses informations qui sont passées inaperçues quand la France a redécouvert l'existence des punaises de lit. Notamment ce bel article qui sortait dans les top recherches Google intitulé « Punaises de lit, le retour d'un fléau », au passage daté de mai 2020, comme quoi elles n'en finissent plus de revenir. Et illustré d'une très belle photo de cloporte. Donc pas du tout le bon animal comme essaye de nous le faire croire la légende, ni même un insecte. Mais bon, on s'en fiche de vérifier les photos, hein. Personne ne va remarquer, non? Bref, il y a tellement une appréhension et une méconnaissance généralisée de ces animaux que quand on lit une info sur un insecte, on a tendance à se dire « bon, ça doit être vrai ». Et j'ai même l'impression que plus il y a de psychose ou d'a priori négatifs sur l'animal en question, ou plus l'info est sordide, plus on va y croire facilement. Il est donc grand temps qu'on lève le voile sur toutes ces fausses croyances, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais avant, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est l'un des leaders mondiaux du réseau privé virtuel, VPN en anglais, avec plus de 38 millions d'utilisateurs à son actif et un excellent score sur Trustpilot. Vous le savez peut-être, un VPN, c'est un outil qui vous permet de protéger vos informations personnelles sur Internet. Si vous vous êtes déjà connecté à un Wi-Fi public dans une gare ou dans un restaurant pour pouvoir prouver à vos amis que non, les punaises de lit n'étaient pas à l'origine du krach boursier de 1929, et bien vous avez peut-être mis en danger vos informations personnelles parce que ces connexions ne sont absolument pas sécurisées. Vos identifiants, mots de passe, données bancaires et autres infos sensibles peuvent être récupérés par un autre utilisateur. Mais en utilisant un VPN comme CyberGhost, vos données sont cryptées et votre IP masquée, même en vous connectant à un Wi-Fi public. Le logiciel est très facile d'utilisation, il suffit de se connecter et de choisir un serveur en France ou à l'étranger pour pouvoir naviguer en toute sécurité et débloquer également 40% de contenu en plus disponible uniquement dans d'autres pays, et ce sur 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, HBO Max et plein d'autres. À vous cette série Netflix disponible uniquement au Japon, ou cet article scientifique sur les modalités de la reproduction de la punaise à pattes rousses disponible uniquement dans votre revue allemande préférée. Et en plus ça fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, y compris sur téléphone, et sur 7 appareils différents avec un seul abonnement. De quoi marquer vos proches par votre générosité sans borne, le tout sans vous ruiner, parce qu'en utilisant le lien dans la description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,03 € par mois et de 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, avec un support client français disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc profitez-en pour le tester. Allez, on commence avec cette fausse croyance qui fait beaucoup de mal aux petites bêtes. Les insectes ne seraient pas des animaux. Un jour, j'ai fait un questionnaire de rapidité en vidéo où il fallait trouver le nom de l'espèce que je montrais, et comme je parle que d'arthropodes, c'était exclusivement des insectes, des mille-pattes, des araignées ou des crustacés. Et bien, vous pouvez pas savoir la quantité de personnes de tout âge, de tout milieu, qui m'ont envoyé des DM ou des commentaires en me disant « bah n'importe quoi, c'est pas des animaux, c'est des insectes ». Alors, au premier commentaire, je me suis dit ah ok, c'est marrant. Et puis au 20e, j'étais un peu triste. Un peu triste parce qu'en fait, ce qui est le plus représentatif du règne animal, ce sont précisément les insectes. Les arthropodes, ça représente, selon les sources, entre 74 et 85% de toutes les espèces animales connues. Et on les classe parmi les animaux, tout simplement parce qu'ils répondent parfaitement à la définition consensuelle de ce qu'est un animal, c'est-à-dire un organisme constitué de plusieurs cellules qui sont dotées d'un noyau, qui se nourrit de matière organique et qui généralement peut se déplacer. Il est donc scientifiquement incorrect et infondé de dire que les insectes ne sont pas des animaux. Le problème, c'est que très souvent dans le langage courant et même dans les médias, le terme animal ne fait référence qu'aux animaux vertébrés. Donc par exemple les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les poissons. Or les vertébrés, c'est seulement 4% de toutes les espèces animales connues. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse qu'à la part infime et non représentative de la biodiversité dont nous faisons partie, puisque nous sommes des mammifères, en excluant tous les autres ou en les relayant au rang de sous-animaux. Ça porte un nom et ça s'appelle le chauvinisme taxinomique. Et ça pose un gros problème en dehors de biaiser complètement notre vision de la biodiversité, parce qu'en les excluant par notre vocabulaire du monde animal, on les exclut aussi de nos préoccupations. Un animal, il faut le protéger et le préserver, alors qu'un insecte, on peut l'écraser ou l'aspirer, le tout sans se poser de questions, puisqu'après tout, ce n'est qu'un insecte. Et pour vous dire à quel point ce biais cognitif va loin, jusqu'à il y a peu, il était encore acceptable d'utiliser dans des contextes scientifiques le terme invertébré pour désigner tout ce qui n'est pas un vertébré. Maintenant, au lieu de désigner les animaux par ce qu'ils ne sont pas, on va plutôt les désigner par ce qu'ils sont, des insectes, des araignées, des crustacés, des mollusques, etc. Et la traduction à l'échelle mondiale de ce problème, c'est que la quasi-totalité de nos efforts de conservation des espèces se concentre sur une minorité quasi anecdotique de notre biodiversité. En 2021, sur les 4% que représentent les vertébrés, on a évalué le statut de conservation de 74% de ces espèces. Ça veut dire qu'on s'est inquiété de quantifier les populations et le déclin de 74%
14% de ce groupe d'animaux. Pour tous les autres, qualifiés ici d'invertébrés par l'IUCN, c'est-à-dire l'autorité mondiale en matière de conservation du monde naturel, on a évalué que 2% de toutes les espèces, faute de données et de moyens, parce que les fonds attribués à la recherche et à la sauvegarde sont en partie conditionnés par l'intérêt de l'opinion publique. Pour le panda géant, par exemple, le budget annuel se compte en millions d'euros. Sauf que notre propre survie en tant qu'espèce dépend de ce groupe qu'on laisse complètement de côté. Parmi les arthropodes, il y a des prédateurs qui régulent les populations de notre plus grand prédateur à nous, le moustique. Il y a les pollinisateurs qui remplissent nos assiettes, les détritivores qui fertilisent les sols en dégradant les corps et les déchets organiques, etc. Les arthropodes dominent le monde animal à la fois en proportion d'espèces, mais aussi en biomasse et en nombre total d'individus. Ils sont vraiment partout autour de nous. Les principales choses qui leur font défaut face aux vertébrés sont leurs caractéristiques physiques assez éloignées des nôtres et leur petite taille qui rend plus difficile leur observation. Mais l'humain est capable de s'intéresser à des choses aussi minuscules que les atomes ou les cellules, donc il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes ces fausses croyances et ces a priori qui ne nous aident pas du tout à les apprécier. Bon, on est parti loin là, désolé j'en avais gros. Allez, on passe tout de suite à une idée reçue beaucoup moins métaphysique, les guêpes sont agressives. 41% des Français ont peur des insectes et parmi ceux qui suscitent le plus de crainte, on a les guêpes. Dans cette étude parue en 2018, que je vous recommande, un groupe de chercheurs se pose la question « Pourquoi on aime tant les abeilles alors qu'on déteste les guêpes ?» Elles appartiennent au même ordre, elles peuvent piquer toutes les deux, elles ont toutes les deux une grande importance dans nos écosystèmes. Les abeilles, bon, tout le monde sait qu'elles pollinisent, mais les guêpes participent aussi, à leur échelle, à la pollinisation. Et comme ce sont des prédateurs, elles régulent en plus les populations d'insectes et autres arthropodes. Mais pourtant, les guêpes, ça a l'air d'être l'ennemi commun de l'humanité. Et ça se vérifie scientifiquement. Dans l'étude, les chercheurs ont demandé à 748 personnes de décrire des insectes en 3 mots maximum. Pour les papillons, par exemple, les mots les plus fréquemment cités sont beau, joli et aile. Mais pour guêpe, le mot qui revient le plus souvent, c'est piqûre, à 23,4%. Et pour abeille, c'est le mot miel, à 24%. Alors ça va être l'occasion de détruire 2 idées reçues en une. La première, c'est que la quasi-totalité des espèces d'abeilles ne font pas de miel. Et parmi les espèces qui en font, il y a une seule espèce qui peut en produire vraiment beaucoup, c'est Apis mellifera, l'abeille domestique. Et la deuxième, c'est que la quasi-totalité des espèces de guêpes ne vivent pas en groupe et ne sont pas agressives. En fait, on a peur d'un tout petit groupe d'espèces parmi les guêpes sociales, ce sont celles qui viennent parfois à notre contact et qui peuvent présenter de l'agressivité dans différents contextes. Mais ces quelques espèces, ça représente moins d'1% de toutes les espèces qui peuvent piquer. Donc je parle même pas de celles qui n'ont tout simplement pas d'aiguillon, donc qui peuvent pas piquer. Encore une fois, on fait d'une exception une règle. Certes, c'est jamais agréable de se faire piquer, mais est-ce que ça justifie de tirer des conclusions sur tout un groupe qui, dans sa quasi-totalité, nous est inoffensif et même utile à notre survie? Certains auront envie de me dire « Ouais, en tout cas, chez nous, il y a que des agressives, parce que si on envoyait des sympas, ça serait différent. » Et ça serait faux. Il y a plein d'espèces tranquilles autour de nous, c'est juste qu'on sait pas les reconnaître, qu'on s'y intéresse pas ou qu'on leur laisse pas la chance d'exister. J'ai vécu toute cette année avec un nid de guêpes dans mon jardin. Ces guêpes, c'était des polistes, on les reconnaît grâce à leurs antennes rousses en forme de massue. Le nid était à 2 mètres de la table à manger, et pourtant, de tout l'été, on n'a jamais vu une guêpe à table. J'ai pu les filmer de super près sans me faire piquer, et les chats ont même essayé de mettre des tatanes dedans, sans jamais avoir de représailles. Elles ont fait leur vie, elles ont fabriqué leur nid, chassé quelques insectes, pollinisé quelques plantes. Bref, elles nous ont royalement ignoré toute la saison, et en octobre, les individus fécondés sont partis, et le reste de la colonie est morte. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, c'est sûr que si j'avais dégommé le nid au mois de mars, j'aurais pas eu la chance de voir tout ça. Bref, pour résumer, dire que les guêpes sont agressives en se basant juste sur cette fraction infime des espèces qui nous enquiquinent, c'est comme dire que les oiseaux c'est crade et que c'est le pire animal juste parce qu'on a garé sa voiture sous un platane en période de rassemblement des étourneaux. Ces généralisations et ces préjugés, ils sont la cause et la conséquence de notre méconnaissance et de notre mépris pour ces animaux. En fait, une des racines du problème, c'est qu'on nous apprend pas que les guêpes c'est pas une seule espèce, mais un groupe très complexe et diversifié. Je pense que la plupart des gens pourraient citer au moins 4-5 espèces d'oiseaux et ont connaissance qu'il en existe des milliers, mais par contre les gens qui sauraient donner 4 ou 5 espèces de guêpes, ça court pas les rues je pense. Et pourtant il y a au moins 10 fois plus de guêpes que d'oiseaux dans le monde. Et en plus de jamais avoir appris cette info, on la recherche pas non plus parce que l'impact de nos préjugés nous dissuade d'essayer d'apprendre à les connaître. Ce mythe-là, il a la vie dure et c'est une inquiétude assez fréquente quand on a été en contact avec une araignée ou qu'on a une piqûre un peu bizarre, de se demander si on n'a pas des bébés qui vont nous sortir de la peau. Bon, je vais vous rassurer d'emblée, on ne connaît aucune espèce d'araignée qui pondent sous la peau. Zéro. C'est tout bonnement impossible pour un tas de raisons physiologiques, physiques et comportementales. En fait, premièrement, il n'y aurait aucune bonne raison de le faire.
Les œufs d'araignée sont très fragiles et précieux pour l'espèce, et un tissu vivant activement protégé par un système immunitaire, c'est pas loin d'être le pire endroit pour pondre. Ces œufs hyper fragiles, ils sont systématiquement protégés dans de la soie, dans un cocon à la structure plus ou moins complexe, et chez plein d'espèces, la mère va garder et défendre ce cocon. Certaines s'occupent même activement de leurs petits une fois qu'ils ont éclos, en les protégeant ou en les nourrissant par exemple. Ensuite, même si elles le voulaient, même par accident, elles seraient incapables de pondre sous notre peau. C'est mécaniquement impossible, tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'organes perforateurs. La seule chose qui peut perforer la peau humaine chez certaines araignées, ce sont leurs crochets. Mais comme vous en doutez, c'est pas par là que sortent les bébés. Mais sinon, il n'y a rien, pas de dard ou autre, c'est pour ça que les araignées ne piquent pas. Dernièrement, et ça on a tendance à pas trop s'en apercevoir, mais les araignées dans leur immense majorité ont peur de nous et nous fuient à tout prix. Elles ont besoin d'être tranquilles pour pondre, donc rester immobile pendant plusieurs minutes sur la peau d'un prédateur, c'est vraiment pas ce qu'elles cherchent à ce moment-là. Bref, on sait pas vraiment d'où vient ce mythe, peut-être d'un amalgame avec certains acariens qui eux peuvent pondre sous notre peau, comme les sarcoptès, les agents de la gale, ou bien alors c'est juste notre crainte exacerbée des araignées qui nous pousse à croire qu'elles sont sûrement capables du pire. Encore un arachnide qu'on accuse de sorcellerie. Alors là non plus, je sais pas d'où vient cette croyance, mais non. Il y a des trucs qui peuvent repousser chez les animaux, la queue des lézards, les bras des étoiles de mer, mais pas l'abdomen des tiques. Donc si on lui arrache le corps, elle va juste décéder en fait. Alors dans l'idéal, il vaut mieux réussir à tout retirer en utilisant un tire-tique par exemple, parce que quand la tête reste en place, la réaction inflammatoire ou allergique se poursuit et la peau reste en contact des pièces buccales qui peuvent parfois transmettre tout un tas de pathogènes. Retenez que l'important quand vous voyez une tique accrochée, c'est de la retirer le plus vite possible, parce que même si elle est porteuse de pathogènes, ils se transmettent pas instantanément. Chez l'homme, pour la transmission de l'agent responsable de la maladie de Lyme par exemple, il faudrait que la tique reste fixée au moins 17 à 24 heures. Chez le chien, on parle plutôt de 48 heures, mais de toute façon, c'est une maladie qui pour eux est asymptomatique, donc 90 à 95% des cas. Mais par prévention, il faut toujours bien vérifier après une balade qu'on n'ait pas ramené de tique, l'enlever rapidement si c'est le cas, bien surveiller la zone dans les jours qui suivent, et au moindre doute, évidemment, consulter. Bon, on a tordu le cou à quelques croyances populaires, mais les idées reçues sur les arthropodes, c'est pas ce qui manque. Donc si le format vous a plu, et que vous voulez qu'on parle d'autres mythes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je les lis tous sans exception, même si j'y réponds pas à chaque fois. Et c'est probablement la dernière fois que vous me voyez dans ce décor, parce que je déménage, genre demain, mais je vais essayer de faire quelque chose de cool dans le prochain. Et n'oubliez pas le lien dans la description pour pouvoir profiter de la réduction exceptionnelle CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne, 2,03 € par mois pour pouvoir naviguer sereinement sur internet et débloquer du contenu non accessible en France, c'est une super aubaine. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.